Bonjour. L'Université populaire d'Amiens m'a demandé d'animer un débat qui réunit Ismaël Ferrat, auteur d'un petit livre qui s'appelle Des discriminations sous-estimées, les musulmans en France. Et nous avons invité Frédéric Potier, qui est préfet délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, la DICRA, qui est en fait le commanditaire de l'enquête, d'échanger avec mon collègue. Bon, j'ai oublié de préciser qu'Ismaël Ferrat est maître de conférence à l'Université de Picardie. Ne soyez pas étonnés si je vous vois, Frédéric Potier, parce qu'il est préfet. Bon, un préfet, ça se vous voit, et je vais forcément tutoyer Ismaël parce que c'est un collègue que je côtoie depuis 6 ans dans le même laboratoire. Voilà. Donc, je vous remercie à tous les deux d'être présents, puisque vous savez que on a failli remettre à plus tard cette réunion en raison de la crise sanitaire. Donc, l'Université populaire a voulu maintenir ce débat, et donc nous y voilà. Alors, je vais donner la parole d'abord à Frédéric Potier pour qu'il nous explique comment il a été amené en fait à commanditer cette enquête, pourquoi sur les musulmans, et après, Ismaël pourra d'emblée nous donner quelques indications sur son interprétation des résultats. Voilà. Alors, Frédéric Potier, vous avez la parole. Bonsoir, merci à tous. Merci pour cette question et merci pour cette initiative qui nous permet de maintenir ce débat avec Ismaël que je salue de loin. Voilà. Alors simplement, cette étude qui a été commandée à l'IFOP avec la Fondation Jean Jaurès, elle visait à essayer d'objectiver un tout petit peu les discriminations, la perception des discriminations à l'égard des musulmans qui résident en France. Parce que, et là on est plein dans l'actualité, on a des associations qui font état de chiffres, de statistiques, avec ce qui est parfois qualifié d'actes islamophobes, avec beaucoup de guillemets, parce qu'on n'a pas tous la même définition. Et donc on a voulu, nous, apporter une petite pierre à cet édifice de la connaissance des discriminations et la haine à l'égard des musulmans, par ce sondage fait par nos amis de l'IFOP. Alors un sondage, c'est toujours une réalité très, très, très partielle, ce n'est qu'une perception, ce n'est qu'un bout d'une réalité qu'on peut voir à travers un filtre. Donc on ne fait pas de cette étude l'instrument scientifique absolu qui permettrait de tout révéler exactement. C'est une étude qui permet de poser des questions, qui permet de dégager quelques pistes, et c'est ce qu'on a voulu faire avec la Fondation Jean Jaurès, avec l'IFOP, avec quelques commentateurs, quelques experts. Et donc voilà, d'où ce petit livre qui en est le fruit. D'accord. Alors j'ai oublié de préciser que ce petit livre est édité aux éditions de l'Aube et aussi par la Fondation Jean Jaurès, et que l'enquête avait pour titre le racisme et les discriminations entre les musulmans de France. Et j'invite Ismaël à essayer de tracer les grandes lignes de son analyse de cette enquête. Alors, tout d'abord, je voulais quand même remercier Frédéric Potier parce qu'en fait, l'idée de cet ouvrage, c'est lui qui l'avait lancé. Donc, pour rappeler un peu l'historique de ce petit opuscule, bon, qui n'avait pas de prétention autre que d'exploiter une enquête qui était très intéressante. Alors, quels sont les enseignements? Alors, je suis bien évidemment tout à fait d'accord avec Frédéric. Il y a beaucoup de chiffres, d'affirmations, parfois un peu fantaisistes, parfois beaucoup plus réelles sur la situation des musulmans en France, qui par ailleurs est diverse. Je mets l'accent sur le fait que les musulmans de France sont un groupe aussi divers que la société française, donc c'est déjà très compliqué de dire quels sont les musulmans, parce que c'est un débat très compliqué. Est-ce qu'on est musulman parce qu'on est dans une famille musulmane? Est-ce qu'on est musulman parce qu'on est de culture musulmane? Est-ce qu'on est musulman parce que on a un patronyme, une apparence qui pourrait faire penser que on serait musulman? Donc, ne serait-ce que la définition de ce qu'est un musulman n'est pas évident, et je tiens à mettre l'accent sur ce point parce que très souvent, dans les débats publics qui sont parfois un peu passionnés sur le sujet, on ne prend pas ces précautions, j'allais dire, de base, que Frédéric ou moi
on prend parce que on sait que ce sont des sujets un peu inflammables de la population à laquelle on se réfère et qu'on va étudier. Alors, une fois qu'on rappelle ce préalable initial qui est extrêmement important, qu'est-ce que l'on peut dire ? Premier élément, l'enquête montre qu'il y a un niveau extrêmement élevé et significatif de discrimination ou d'actes ou de violences racistes commis lorsqu'on interroge les musulmans. Donc les musulmans déclarent des niveaux extrêmement élevés de discrimination ou de pratiques racistes au sens large. Ce niveau élevé, il est différencié selon les types de violences ou d'actes qui sont relevés. Par exemple, le rapport avec les forces de l'ordre, et ce n'est pas un hasard, sera beaucoup plus marqué pour des jeunes musulmans plutôt de milieux populaires. Donc on voit très très bien quel type de population de jeunes dans les quartiers urbains sensibles qui parfois ont quand même des frictions avec les forces de l'ordre. Si on prend les items relatifs au travail, au marché de l'emploi, on voit que, par exemple, ce sont plutôt les femmes, et notamment les femmes voilées, qui vont déclarer les chiffres les plus élevés. Alors, ce qui m'a paru à la fois très important dans l'enquête, et c'est vraiment quelque chose de tout à fait significatif et en même temps inquiétant, parce que nous sommes tous ici des agents du service public, c'est que ces discriminations ou ces actes que les musulmans relèvent et dont ils se plaignent dans l'enquête, sont des actes qui sont assez souvent liés, pas toujours, il faut quand même le rappeler, mais assez souvent liés au service public. Et là, c'est quelque chose de très problématique qu'il faut prendre en compte, c'est le fait que théoriquement, ce qui est le gardien de la lutte contre les discriminations, et nous avons dans ce débat le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et l'homophobie. Donc théoriquement, le gardien qu'est le service public contre les discriminations est lui-même parfois accusé par une fraction des musulmans d'être lui-même discriminant. Alors bien évidemment, entre le déclaratif et les actes réels, il faut toujours se garder de tracer un parallèle absolu. On peut déclarer avoir subi une discrimination sans que forcément ce soit le cas. Mais néanmoins, les niveaux de déclaration sont tellement élevés que ceci interroge pour le moins. Et j'aurais envie tout de suite de poser un problème de méthode. On a affaire à du ressenti discriminatoire. Et est-ce que ce type d'enquête, d'emblée, ne présente pas des limites puisque, je pense que des sociologues ethnographes, des ethnologues, etc., diraient oui, mais là, c'est une subjectivation. Chaque groupe a ses subjectivations. Les musulmans, par exemple, il y a à un moment donné que les musulmans qui se déclarent le plus discriminés ont un certain niveau d'études, sont même plutôt en ascension sociale que tout en bas, ce qui est logique puisque les classes populaires en général ne s'expriment pas facilement. Et donc, quelles sont les limites, si tu penses qu'il y a des limites, évidemment, à ce type d'enquête? Alors, là, je laisserai Frédéric Potier peut-être intervenir en préalable, puisque c'est lui qui a lancé l'enquête. Je pourrais ajouter quelque chose, mais je pense que Frédéric aura peut-être des choses plus précises à souligner sur le sujet. Oui, bien sûr, il y a toujours un biais de perception, et quand on parle de ressenti, évidemment, que ça interroge sur la façon dont ces phénomènes sont perçus et retracés. Donc ça, on en est tout à fait d'accord. Ce qui est quand même intéressant, c'est l'écart entre les musulmans et les non-musulmans. Même si je rejoins ce qu'a dit Ismaël Farhat tout à l'heure sur la grande variété de ce que peut être un musulman qui réside en France. Et par exemple, si on prend quelques questions qui ont été posées sur les insultes, on a 24%, un quart des musulmans qui disent avoir été insultés en raison de leur religion. Et alors que pour les non-musulmans, on est à 9%. Et pour les agressions physiques, on est sur des chiffres là aussi avec un écart de 1 à 2, puisque 7% disent avoir été victimes d'une agression physique, alors qu'on est sur 3% à l'égard des non-musulmans. Donc, je crois que ce qui interroge, c'est pas forcément la valeur absolue. On parle de 24% ou de 7%, mais ça pourrait être 33 et 10. C'est pas tellement ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est l'écart.
avec là encore Ismaël parlait tout à l'heure des services publics, avec là aussi des biais de perception, c'est-à-dire que pour revenir à une affaire que lui connaît parfaitement, qui est celle des collégiennes de Creil, eh bien le fait que des jeunes filles, par exemple, soient refusées d'un lycée ou d'un collège parce qu'elles porteraient le voile, ça peut être ressenti comme quelque chose d'anti-musulman, là où pour nous, c'est l'application du principe de laïcité. Donc voilà, moi je considère qu'il y a effectivement une forte présence d'un sentiment de discrimination qui est probablement étayé par beaucoup de choses, et on a essayé, nous, de décrypter ça, ce qui est pas forcément facile, mais en tout cas, l'étude, elle a le mérite de dire qu'à mon avis, il y a quand même objectivement un problème. Alors, vous êtes tous les deux d'accord, donc pour dire que c'est-à-dire il y a un phénomène de discrimination évident, mais vous avez tous les deux en commun de ne pas utiliser le mot islamophobie. Alors, dans le contexte actuel, c'est un mot effectivement sensible qui déclenche beaucoup de réactions. Pouvez-vous me dire chacun à votre tour, pourquoi vous n'utilisez pas le mot alors qu'il s'agit bien, on voit bien qu'il y a des discriminations, notamment à l'égard des femmes voilées, qu'il y a, on va y revenir après parce que Ismaël a beaucoup insisté sur la dimension religieuse. Alors, le mot islamophobie veut dire peur, enfin crainte, hostilité à l'égard de l'islam et des musulmans. Voilà, je voulais vous poser cette question. Peut-être pour commencer. Ouais, merci. Je vais peut-être commencer pour répondre à cette question sur ce thème-là. En fait, le terme d'islamophobie, nous ne l'utilisons pas parce que nous considérons, nous, à la DICRA, mais là, j'engage que la parole de la puissance publique et pas celle des chercheurs, évidemment. Ils sont tout à fait libres de faire ce qu'ils veulent. Nous considérons que ce terme il est trop ambigu. Il est trop ambigu, trop vague et trop large. Et donc, des comportements qui vont être dénoncés comme islamophobes, et je reviens à cette question du lien entre le voile et l'éducation, la notion d'islamophobie va parfois cacher la remise en cause de ce qui est une loi de la République, qui est la loi de 2004 ou celle de 2010 sur le voile intégral. Et donc c'est pour ça que moi je préfère utiliser le terme de racisme anti-musulman ou de haine à l'égard de musulmans plutôt que cette notion d'islamophobie qui me semble en plus avoir été largement dévoyée par un certain nombre de collectifs associatifs. Donc voilà, il y a à la fois des raisons de fond, à la fois des raisons aussi de contexte politique et d'environnement associatif. Donc ça, on l'assume très clairement, sachant qu'il y a d'autres institutions, je pense à la Commission européenne, par exemple, qui utilisent les deux termes. Ils utilisent racisme anti-musulman comme ils utilisent islamophobie, avec aussi un problème de traduction anglaise. Donc voilà, je pense que pour ce qui est de la puissance publique, il y a des raisons très objectives et très claires à cette non-utilisation de ce terme. Oui, et donc Ismaël, qu'est-ce que tu penses donc de l'usage de ce terme ? C'est un peu la même remarque que Frédéric Potier. En France, il y a une institution qui aujourd'hui a utilisé le mot, enfin du moins l'a utilisé il y a quelques années, c'est la CNCDH, donc la Commission nationale consultative des droits humains, donc qui est, je crois, une des rares institutions publiques à l'utiliser. Mais effectivement, comme la notion est extrêmement large, puisqu'elle peut aller de l'hostilité à une religion, ce qui en France est légal. La critique d'une religion est tout à fait légale, et d'ailleurs, il y a une longue tradition en France de critique parfois extrêmement acerbe des religions. Là, je sors de la BNF et je sortais d'un ouvrage sur la question de la laïcisation de l'école à l'époque du Jules Ferry. Je peux vous dire que les propos de certains républicains anticléricaux n'étaient quand même pas d'une finesse extrême vis-à-vis de l'Église catholique. Donc, est-ce qu'on va parler de cathophobie à l'époque ? C'est une question qui serait compliquée à travailler. Ceci étant dit, il est évident qu'il existe des sentiments d'hostilité extrêmement élevés aux musulmans et à l'islam dans une partie de la population française, ce qui bien sûr débouche sur des actes de discrimination ou de violence raciste. Alors, ce qui est important, il faut le rappeler, depuis qu'il y a en France une législation
sur les discriminations, donc depuis la loi Pleven, même si en réalité les premiers combats judiciaires, je renvoie aux travaux d'Emmanuel Desbonneaux sur cette question, les premières conquêtes judiciaires sont plus anciennes, mais depuis qu'il y a une législation sur les discriminations en France, le fait de discriminer en fonction de la religion est illégal. Donc ça veut bien dire que le droit français, il est très clair, la critique des religions est légale, même si parfois elle peut être très brutale, elle peut être insupportable pour certains croyants. Néanmoins, ce qui est interdit, c'est le fait d'injurier, c'est le fait de discriminer des gens en fonction de leur appartenance religieuse, réelle ou supposée. Et donc là, dans ce sens-là, effectivement, la haine anti-musulmane, elle est non seulement tout à fait réelle et condamnable. Encore une fois, on parle de faits, lorsqu'on parle de discrimination ou d'injures ou de violences physiques en raison d'appartenance religieuse, qui sont d'ores et déjà sanctionnées par la loi. Donc, en quelque sorte, on peut avoir un débat sémantique sur cette question de l'islamophobie. Le mot existe depuis longtemps, c'est pas une notion récente, c'est une notion qui émerge sous la Troisième République. D'ailleurs, chez les fonctionnaires, c'est pas un hasard, ça renvoyait à une forme d'hostilité d'une partie des administrateurs coloniaux à la question de l'islam. La notion a disparu, grosso modo, jusqu'aux années 80, où elle réémerge d'ailleurs plutôt dans le monde anglo-saxon, et elle s'est réimposée en France à partir des années 90. Donc le mot existe, on peut pas dire qu'il est récent, mais il a recouvert dans l'histoire des notions qui ont varié, et effectivement, il regroupe à la fois des actes qui sont parfaitement condamnables vis-à-vis de la loi, et en même temps une critique d'une religion qui est, encore une fois, légale dans le cadre républicain. Oui, mais je vais voir, Frédéric Pottier, vous utilisez le terme racisme, puisque le titre de l'enquête, c'est le racisme et les discriminations envers les musulmans de France. En quoi le mot racisme serait-il plus adéquat que le mot islamophobie pour un phénomène qui quand même vise le religieux? Alors oui, c'est le terme de racisme utilisé dans sa conception contemporaine et moderne, et c'est pour ça que le terme de haine est finalement assez équivalent, c'est-à-dire qu'on parle d'hostilité manifeste, structurelle, à l'égard d'un groupe de personnes. Donc c'est pour ça qu'aussi l'islamophobie, c'est pas la même chose que la haine à l'égard des musulmans. Quand on parle de haine à l'égard des musulmans ou de racisme à l'égard des musulmans, on vise bien un groupe donné, un groupe de personnes. Donc on montre bien, pour faire le lien avec les discriminations, qu'on vise des situations individuelles de personnes très concrètes. On n'est pas simplement dans la critique d'une religion, d'une idée religieuse, on est dans un comportement qui vise à retirer à des personnes des droits en raison de leur appartenance réelle ou supposée à une religion. Et donc c'est pour ça que les termes ne sont pas tout à fait équivalents, et c'est pour ça que ce terme de racisme anti-musulman, il est, je trouve, relativement intéressant, même si, pour des raisons très pratiques, c'est vrai que moi je parle beaucoup de haine, parce que je pense que là aussi ça parle peut-être plus dans le grand public, et c'est d'ailleurs la même expression qu'on a utilisée pour ce qui concerne la haine anti-LGBT. C'est-à-dire qu'on parle plus seulement d'homophobie, on parle de haine anti-LGBT, comme d'ailleurs de très nombreux pays anglo-saxons. Donc là, c'est une évolution sémantique qui mettrait quelques chercheurs à travailler pour déblayer tout ça, mais c'est une évolution, et je pense que le terme de haine, même si elle n'est pas juridiquement toujours fondée, permet d'expliquer tout ça. Oui, et en même temps, Ismaël insiste sur le fait que, enfin, il passe en revue les différentes théories qui ont été mobilisées pour expliquer les discriminations. Alors, l'histoire postcoloniale, par exemple, la notion de racisme, ethnodifferentialisme. Il semble que, Ismaël, tu cherches plutôt à poser des problèmes autrement, et donc on peut s'interroger sur cet abandon de toute une série de références. Quand tu écris, par exemple, page 48, tu écris que, pour le dire abruptement, la race compte moins que la religion ici. Voilà, en quelle mesure, dans cette haine dont Frédéric Pottier parlait tout à l'heure, il n'y a pas ici et là, parce que de même que vous avez insisté tous les deux tout à l'heure pour dire que oui, il n'y a pas le musulman ou la musulmane, il y a une variété de situations. On peut penser qu'il y a aussi une variété d'agresseurs, une variété donc
de personnes qui discriminent, et que parmi ces personnes, qu'on aimerait bien connaître d'ailleurs, entre parenthèses, quand on lit ce petit livre, on se dit il faudrait aussi une enquête quand même sur ceux qui discriminent, parce que on apprendrait, on pourrait peut-être d'ailleurs revoir toutes ces catégories à la lumière donc d'une enquête qui observe donc les personnes qui font des discriminations. Et je voulais dire donc ici et là, c'est peut-être effectivement quelqu'un qui est raciste de façon traditionnelle, ou qui grosso modo a fréquenté les meetings de Le Pen, qui disait que les anciens colonisés viennent nous coloniser. Bon, là, c'est référence à l'histoire postcoloniale. Un autre, ça peut être un rejet type bouffeur de curé, parce que voilà, il ne supporte pas toutes les religions. Une autre, ça peut être une réaction de type féministe, universaliste, républicaine, qui ne peut pas considère que le voile c'est obligatoirement l'aliénation des femmes. Je veux dire par là donc les différentes théories que tu passes en revue, est-ce qu'on peut les balayer comme ça aussi facilement pour tout ramener aux religieux? Bon, ça fait soutenance de thèse, là, je suis désolé. C'est une question complexe. Bon, ça mériterait beaucoup de temps, mais je vais être raisonnable. Il ne s'agit pas de nier le fait que, par exemple, dans le rejet des musulmans, mais là je passe au contrôle de Frédéric Pottier qui le voit quand même d'un point de vue beaucoup plus opératif que moi. Bien sûr, il n'est pas, comment dirais-je, il n'est pas improbable, et même probable par ailleurs, qu'une partie du rejet des musulmans s'explique par exemple, le rejet des Maghrébins qui est lui-même relié à l'histoire coloniale. Il est évident d'ailleurs qu'il y a toute une partie des violences anti-maghrébines en France depuis les années 60-70 qui sont très largement liées à l'histoire coloniale. Pensons à ce qu'on appelait l'été sanglant à Marseille en 73, où il y a des violences anti-maghrébines très violentes. Elles étaient reliées très clairement au passé colonial, puisque les auteurs de ces violences, puisque tu demandais qui étaient les auteurs, étaient des gens qui très souvent étaient issus du combat Algérie française. Donc là, on peut voir le lien. Mais me semble-t-il, et là encore je parle sous le contrôle de Frédéric qui connaît le sujet beaucoup mieux que moi pour ce qui est des données, il me semble que les actes anti-musulmans ces 20-30 dernières années, c'est quand même en partie au moins coupé ou éloigné de ce ressenti ou de cette haine anti-arabe qui préexistait. Et d'ailleurs, encore une fois, on le voit très très bien lorsqu'on prend des enquêtes de la CNCDH, et notamment le travail extraordinaire que fait Vincent Tiberi, donc professeur à Bordeaux, qui travaille beaucoup sur les chiffres et les données des enquêtes en matière de tolérance dans la population française. On voit très bien que quand même globalement, les Arabes et les Noirs sont un peu mieux acceptés qu'auparavant. Donc la tendance de fond est plutôt une amélioration de la chose. Par contre, lorsqu'on interroge les gens sur les musulmans, on voit que les musulmans font l'objet d'un rejet spécifique et bien supérieur aux Arabes. Donc encore une fois, on ne peut pas réduire le rejet des musulmans au rejet des Arabes ou des Noirs, puisque lorsqu'on interroge les gens, eux-mêmes n'ont pas les mêmes en proportion. C'est toujours pareil, il s'agit de proportions sur des enquêtes, mais on voit que les gens rejettent beaucoup plus les musulmans. Et donc, ça montre bien qu'il y a une spécificité. Grosso modo, la société française est plus tolérante sur le moyen terme vis-à-vis des minorités ethniques, qu'il ne faut pas non plus être totalement pessimiste sur ce point. Mais indéniablement, il y a une crispation qui est très nette, il faut le dire, sur la question des musulmans. Et donc, ça montre bien qu'une lecture purement postcoloniale, il ne s'agit pas de la nier, mais au moins de la relativiser, ou une lecture qui soit strictement, comment dirais-je, en termes de décalque du passé colonial, à mon avis, manque au moins une partie de la chose. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où on rate quand même une partie de l'explication parce que les données qui existent ne permettent pas de dire que c'est la seule explication valable sur le sujet. Oui, et est-ce que vous ne sous-estimez pas aussi quand même l'effet de contexte à ce qui est, à savoir le terrorisme islamique. Parce que, je vois par exemple
dans le Monde d'hier, il y a un maire socialiste qui est catastrophé, qui dit, Olivier Bianchi, le maire socialiste de Clermont-Ferrand, j'entends de plus en plus d'habitants dire que l'islam serait incompatible avec la société française. Donc ça, entre parenthèses, c'est une définition de ce qu'on appelle le racisme différentialiste, hein. L'idée d'incompatibilité entre des cultures, entre des religions, etc. Et il continue et il dit et on m'accuse de trop accueillir de réfugiés, d'être trop laxiste avec les migrants. Le résultat, c'est que des habitants se plaignent des remarques et que des mères voilées me disent que depuis les attentats, elles sentent que le regard sur elles a changé, que les gens se raidissent quand elles arrivent à la sortie de l'école. Or, comment peut-on donc intégrer ce facteur-là qui me paraît quand même assez décisif dans la perception des musulmans aujourd'hui en France? Est-ce que ça apparaît dans l'enquête ou pourquoi vous n'en parlez pas? Alors, je vais peut-être commencer par répondre. Tout d'abord, sur l'indice de tolérance globale qui a été développé par Vincent Tibéry avec Nona Mayer et Sciences Po Bordeaux en particulier, la catégorie qui suscite le plus de rejet, c'est les Roms. C'est pas du tout les musulmans, hein, c'est pas du tout les Maghrébins, c'est les Roms. Et de manière très très nette. Hein, je crois qu'il y a à peine 30% ou 32% des Français qui ont une image positive des personnes dites Roms. Et après viennent effectivement les musulmans. Et l'indice de tolérance à l'égard des Juifs est bien supérieur. Mais là encore, il y a des débats assez riches sur l'intérêt de cet indicateur. Mais en tout cas, il a le mérite de montrer ça. Simplement, c'est assez difficile parfois de bien distinguer le phénomène de haine motivé par la religion du phénomène de haine motivé par la race. Et c'est d'ailleurs une des conclusions de cette enquête de l'IFOP, puisque il y a 16% des musulmans qui disent avoir été victimes de comportements racistes en raison de la religion, et il y a à peu près la même proportion, 15%, qui parlent de comportements racistes à l'égard de la couleur de leur peau. Et pourquoi ? Parce que simplement, les musulmans de France, comme l'a très bien dit Ismaël Ferhat tout à l'heure, c'est pas un bloc homogène, c'est pas un bloc monolithique. Et selon que vous êtes un musulman originaire d'Afrique subsaharienne ou un musulman originaire de Bosnie, par exemple, vous n'allez pas du tout avoir le même rapport, à mon avis, aux discriminations et aux haines. Donc, tout ça est multifacteur et c'est parfois très difficile, évidemment, d'en faire des réponses simplistes. Alors, peut-être pour revenir à la question du terrorisme, évidemment que tout ça, ça joue à plein. Mais ça joue à plein maintenant depuis de nombreuses années. Enfin, l'attaque de l'école aux Zaratora par Mohamed Merah, c'est 2012. Les attaques du Bataclan, c'est 2015. Samuel Paty, cette année, etc. Donc, je pense que ce climat de tension lié au mouvement terroriste, oui, évidemment, il est très présent. Il est dans toutes les têtes. Mais malgré tout, on a quand même des institutions qui tiennent. Et d'ailleurs, j'observe que le maire de Clermont-Ferrand, en question, Olivier Bianchi, il a été réélu haut la main. Donc oui, on a notre société qui est très travaillée par ces questions-là, et oui, c'est très dur aussi de faire face à ces extrémismes identitaires qui touchent aussi d'autres pays. Je pense à l'Allemagne, avec la montée du néonazisme, avec des tensions très fortes aussi en Italie, en Espagne, aux États-Unis. Mais malgré tout, je crois que notre modèle, il a quand même cette vertu de faire rempart. Donc là, après, on en vient un peu aux solutions, et c'est là, avec Ismaël Ferhat, on ne voit pas tout à fait les mêmes choses. Mais ce climat terroriste, oui, évidemment, il est là, il est très présent, et je ne suis pas certain qu'on en sorte dans les toutes prochaines semaines. D'accord, merci. Ismaël, sur cette question du contexte international, comment tu le situes dans ta stratégie d'analyse, disons? Alors, indéniablement, comment dirais-je, la question du terrorisme islamiste a beaucoup pesé sur la perception de l'islam en France. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est, j'allais dire, assez ancien. L'intérêt médiatique et des pouvoirs publics vis-à-vis de l'islam en France a connu une nouvelle poussée, parce qu'il y avait déjà l'époque coloniale où c'était le cas, mais la question de l'islam est revenue dans le devant des médias et des pouvoirs publics en 83.
En gros, c'est une année, on voit très très bien, où il y a beaucoup plus d'articles, notamment des grands dossiers, j'allais dire, d'enquêtes et d'articles dans l'Express et Le Monde, vraiment très fournis et d'une grande richesse, des reportages télévisés, etc., etc. Et en même temps, on a l'émergence de mouvements terroristes islamistes au Moyen-Orient. Et donc, il y a une espèce de télescopage très très net à partir de 83 entre l'intérêt pour l'islam, qui d'ailleurs était un intérêt qui était très divers, sur les modes de vie, les différents courants de pensée, les différentes sensibilités du monde musulman français, et en même temps une crainte sécuritaire sur en gros le risque que faisait peser le terrorisme islamiste à la fois dans les pays où il se déroulait à l'époque, donc plutôt au Moyen-Orient, et progressivement en Europe. Et il est vrai que donc le contexte international a beaucoup pesé. Il y a un moment tournant sur ce point, c'est indéniablement les attentats du 11 septembre 2001, donc il y a presque 20 ans, qui pour le coup ont eu un effet dans toute l'Europe occidentale et même au-delà, avec un durcissement de la perception de l'islam et des musulmans par une partie des sociétés ouest-européennes. Et donc, il est évident qu'il est très compliqué d'avoir un débat, j'allais dire, refroidi, dépassionné sur la question, dans un contexte international où très régulièrement il y a des actes de terrorisme, de violence islamiste qui, bien évidemment, sont vus comme étant une espèce de continuum mondial qui donc pourrait à un moment donné toucher les musulmans de France. Mais encore une fois, ce contexte international, il interagit aussi avec des éléments, des facteurs, des évolutions qui existent, préexistent dans la société française. D'accord. Et sur le plan des associations, tu laisses entendre, page 48, que donc, je reprends la phrase de tout à l'heure, pour le dire abruptement, la race compte moins que la religion ici, une situation déstabilisante pour le mouvement antiraciste tel qu'il s'est construit depuis la naissance de la Ligue des droits de l'homme en 1898, notamment dans les combats judiciaires qui ont jalonné son histoire. Qu'est-ce que tu veux dire par là exactement ? À quoi sont donc confrontées les associations antiracistes du point de vue de cette analyse, dans le cas des musulmans, bien entendu ? Alors là, je reparle à nouveau sur le contrôle de Frédéric Potier qui travaille à plein temps sur le sujet. Mais quand la DILCRA fait son enquête sur les niveaux de ressenti discriminatoire et de violence chez les musulmans, c'est une enquête inédite. Jusque-là, on avait très très peu de données, voire pas du tout parfois, sur les niveaux de discrimination ressentis par les musulmans de France. Et ce n'est pas un hasard. Quand on reprend les grands combats antiracistes, parce qu'il y en a eu quand même dans l'histoire de France depuis le 19e siècle, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu la lutte contre l'esclavage et la lutte pour l'égalité entre les concitoyens de métropole et les concitoyens des territoires ultramarins. On a eu l'affaire Dreyfus, la lutte contre l'antisémitisme, la lutte contre le racisme nazi, la lutte contre les discriminations raciales telles qu'elles pouvaient exister, ou continuer à exister jusqu'à aujourd'hui. Donc, le facteur racial était fondamental. D'ailleurs, quand on prend les organisations de lutte contre la haine, la Ligue des droits de l'homme, fondée au moment de l'affaire Dreyfus, la LICA, qui est devenue la LICRA, fondée en 27 sur la question des pogroms et des pogromistes en Russie, le MRAP, né après la Seconde Guerre mondiale en réaction au nazisme, SOS Racisme, né dans les années 80 en réaction aux violences anti-maghrébines. À chaque fois, la question centrale qui a fondé ces organisations, c'est la question raciale. Et c'est très déstabilisant, mais pour des raisons historiques en France, comment dirais-je, de penser la question de la haine, du racisme, ce que disait Frédéric très bien, sur la question d'un groupe religieux. Parce que très souvent, c'était plutôt des combats liés à des groupes ethno-raciaux ou ethno-culturels qui étaient portés. Et donc, c'est déstabilisant, encore une fois, même si la loi française, depuis l'origine de la définition des discriminations, reconnaît les discriminations en fonction des religions comme un délit, c'est compliqué, étant donné l'histoire de l'antiracisme en France, de prendre en compte la variable religieuse, parce que ce n'est pas simple
de prendre en compte cet élément qui n'était pas traditionnel dans les combats antiracistes français depuis, en gros, 150 ans. Frédéric Potier, vous avez quelque chose à ajouter, je pense? Qu'est-ce qu'on va faire? Oui, sur cet aspect-là, sur les associations, c'est vrai qu'on a une structuration associative qui est différente de ce qu'on a pu connaître par le passé. Et c'est vrai qu'on a aussi un paysage associatif français qui est très différent de ce qu'on peut voir à l'étranger notamment. C'est-à-dire qu'en France, on a le CFCM, donc avec des questions culturelles, vraiment liées à l'organisation du culte, et qui est pas directement organisé pour lutter contre les discriminations. C'est pas son objet, il n'a pas été conçu comme ça. Et d'ailleurs, le mode d'élection du CFCM, c'est le nombre de mètres carrés dans les mosquées et le nombre de fidèles. Donc, on n'est pas du tout sur la représentation et la défense des musulmans qui peuvent ne pas être croyants et ne pas aller à la mosquée, par exemple. Et ça, c'est la différence qu'on a, par exemple, avec la Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, il y a une association qui s'appelle Tel Mama, comme dis-le à maman en français. Et cette association, on dirait aujourd'hui en France que c'est un peu l'association des démocrates musulmans britanniques. Et donc, leur objet principal, c'est lutter contre les discriminations au logement, apporter un soutien scolaire, lutter contre les phénomènes de discrimination à l'emploi. Et donc, cette association-là, elle est très intéressante. D'ailleurs, on a fait venir son dirigeant à Paris plusieurs fois. C'est une association présidée par un jeune Britannique d'origine pakistanaise. On dirait ici qu'il est très républicain parce qu'il participe aux cérémonies, il va à la Gay Pride, etc. Donc, il est très inséré dans le milieu institutionnel britannique. Et cet écosystème-là, on l'a pas en France. On a d'un côté des organisations comme le CFCM, on a de l'autre côté des organisations qui sont très travaillées par les pays d'origine, donc des associations turques, algériennes, marocaines, etc. Et donc c'est vrai qu'il manque un peu un acteur par défaut. Et c'est vrai que les quatre vieilles grandes associations antiracistes, la LDH, la LICRA, le MRAP, et j'en oublie une, non, la LDH, c'est ça peut-être, et SOS Racisme, n'ont pas réussi à répondre de manière suffisamment efficace à ces phénomènes de haine, et leur recrutement d'ailleurs est pas tellement basé sur la lutte contre les discriminations à l'égard des musulmans. Donc c'est vrai qu'on est face un peu donc on est face à une vraie tension identitaire avec une réponse associative qui n'est pas à la hauteur de cette tension. Et ça, clairement, c'est un problème pour les pouvoirs publics. Alors, il y a des embryons d'organisations qui se mettent en place, mais pour l'instant, on est très loin du compte. Oui, oui. Il me semble quand même qu'elles n'ont pas négligé. Alors justement, en utilisant le mot islamophobie, mais toutes ces associations ont quand même, enfin, pas forcément toutes, mais les plus connues, n'ont pas négligé quand même la solidarité avec la défense des musulmans. D'ailleurs, la loi de 72, j'ai remarqué, qui est une loi très utilisée par une association comme les droits de l'homme, elle le dit que on doit donc on doit combattre toutes les discriminations en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Donc dans le texte, on a bien religion déterminée. Donc la dimension religieuse est prise en compte dans cette loi, qui a toujours été un instrument important pour ces associations. Alors, je vais peut-être glisser vers une autre dimension qui est devenue très polémique et très passionnelle en France. J'ai remarqué que dans votre introduction, Frédéric Potier, vous faisiez allusion en fait à un passage du livre, un passage donc écrit par Ismaël à propos des lois donc de 2004 et de 2010. Donc je rappelle la loi de 2004, celle qui interdit le port de signes religieux ostensibles dans les écoles publiques, et la loi de 2010, c'est celle qui interdit de dissimuler son visage dans l'espace public. Alors, vous savez que ces lois ont été critiquées par certains. Enfin, disons que on a pu voir justement différentes conceptions de la laïcité à ce moment-là, puisqu'il y a des laïcités en France. En tout cas, c'est un constat de sociologue. Il y a des points de vue différents, il y a des conceptions différentes.
Alors, vous dites dans la préface que ces lois visent à consolider la laïcité, et ce que ne semble pas dire Ismaël dans son texte, qui lui parle d'extension continue du domaine de la laïcité. Alors, si vous pouviez développer, sans que ça devienne CNews, hein, vos points de vue là-dessus. Ça risque pas de devenir CNews, ça, il n'y a aucun risque. Non, simplement, moi, je considère que les lois de 2004 et de 2010, finalement, elles consolident la laïcité, ou elles affirment des choses parce que on est face à des phénomènes qui, aujourd'hui, finalement, n'étaient pas ceux du passé. Dit autrement, je ne pense pas qu'on a étendu le champ de la laïcité. Je pense simplement qu'on a eu besoin d'écrire dans la loi des choses qui paraissaient dans le passé évidentes et qui ne nécessitaient pas de dispositions juridiques. Pour le dire encore plus clairement, si la loi de 2004 elle a été rendue nécessaire sur le port des signes religieux ostentatoires, c'est parce qu'il y avait eu donc des affaires, et que Ismaël a très très bien analysé, avec des tentatives de port de signes religieux ostentatoires dans les collèges et les lycées, chose qui était probablement inconcevable 10 ans ou 30 ans auparavant. Donc moi j'ai plutôt l'impression que ces lois-là, 2004-2010, elles ont été au fond des opérations de consolidation, et qu'elles n'ont pas été des lois d'offensive. Moi je récuse le terme de radicalisation laïque ou d'extrémisme laïque. Je ne pense pas que ce soit tout ça. D'où cette précision qu'il y a dans mon texte, mais je laisserai peut-être Ismaël, parce qu'il a peut-être un autre point de vue là-dessus, le développer. Et Ismaël ? Oui, alors il se trouve que Frédéric et moi, nous sommes, d'ailleurs toi aussi Alain, nous sommes tous les trois agents du service public, donc tenus de respecter le cadre laïque. C'est important, enfin, de aussi rappeler que nous sommes, en tant qu'agents, tenus à la loi républicaine, parce que nous sommes aussi là pour la faire appliquer et la faire respecter dans le cadre de nos fonctions respectives. À mon avis, c'est moins ces lois de 2004-2010, parce qu'au fond, ces lois ont suscité très peu de contestations. On voit très bien que la loi de 2004 n'a pas suscité de réelles contestations, contrairement à ce qui a pu être d'ailleurs craint en 2004. En 2010, il y a eu très très peu de cas, en fin de compte, de contestation, et c'était très souvent des gens qui étaient par ailleurs très militants et qui cherchaient à tester les limites de la loi. Donc ces lois en tant que telles, comment dirais-je, n'ont pas suscité tant de conflits que cela. Leur application paraît relativement consensuelle. À mon avis, c'est beaucoup plus le débat qui les a entourés, et à mon avis, un problème qui est un problème notamment sémantique, plus que juridique, qui est l'usage, me semble-t-il, à tort et à travers du mot laïcité pour tout et n'importe quoi. Je prends un exemple. La question du burkini en 2016 a été lue, donc ces vêtements couvrant, comment dirais-je, à la plage. En plus, je tiens à le rappeler, pas du tout prévu par la culture musulmane par ailleurs, donc ça n'a aucun rapport avec le Coran, parce que bien évidemment, on n'avait pas prévu ce cas de figure des baignades à la plage il y a 1400 ans. Mais, comment dirais-je, ces débats qui, en réalité, d'ailleurs, avaient été très souvent l'objet de règlements municipaux relatifs à l'ordre public, plutôt qu'à la laïcité, ont été interprétés en matière de laïcité. Et ma crainte, c'est vraiment une crainte là de chercheurs, c'est moins sur le cadre juridique qui, encore une fois, est légitime en République, que sur l'usage du mot laïcité devenu de plus en plus systématique, surtout lorsqu'il s'agit de musulmans, qui parfois est utilisé à tort et à travers. Alors c'est moins d'ailleurs le législateur qui, bien évidemment, est législateur, donc il sait très bien ce qu'il fait, que certains responsables politiques, certains journalistes, je n'accuserai personne, certains militants qui utilisent parfois de manière extensive la notion de laïcité, ce qui finit d'ailleurs par brouiller la définition même du concept laïque, qui a une définition historique, juridique quand même extrêmement solide, et d'autre part qui utilise le mot laïcité en réalité comme un couvre-sexe,
comment dirais-je, un camouflage pour viser les musulmans. Et le problème est là, c'est qu'on a un vrai risque, et c'est vraiment ma crainte principale, et peut-être que j'ai mal exprimé dans l'ouvrage, mais c'est vraiment ça qui pour moi, la crainte principale, c'est qu'une partie des musulmans en réaction finissent par identifier la laïcité comme une arme, ce que Caroline Fourest appelait une espèce de laïcité asymétrique, qui aurait une tête chercheuse qui serait l'islam. Et il y a un vrai risque qu'une partie des musulmans, confrontés à cet usage inconsidéré et systématique de la laïcité pour viser l'islam et les musulmans, finissent par réagir avec des positions hostiles ou contestataires de la réglementation laïque actuelle. Mais le problème, c'est qu'il y a cette réglementation actuelle, mais qu'il peut y en avoir une autre aussi qui continue, puisque à l'université, on entend souvent qu'il y aura une loi pour interdire le port du voile à l'université. Donc, Frédéric Potier, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'il me semble que c'est une idée qui circule beaucoup dans les... je pense y compris dans le pouvoir en place. Peut-être que je me trompe. Vous pouvez nous renseigner? Je vais essayer en tout cas. Alors, il se trouve que je disais à une journaliste du Monde hier que moi qui suis un laïcard ou un défenseur exigeant de la laïcité, je pense que quand même il y a 50 nuances de laïcard. Et il peut y avoir des gens qui se définissent de manière très forte et qui ont vraiment la laïcité dans leur ADN politique. Je pense à Manuel Valls pour lequel j'ai travaillé. Et en même temps, on peut avoir des gens qui ne sont pas d'accord là-dessus entre eux. Par exemple, le fait de porter le voile à l'université ou plutôt de l'interdire, quelqu'un comme Caroline Fourest, qui est quand même une laïque exigeante, presque laïcarde, elle est contre cette interdiction. Moi, j'ai la même position qu'elle. Je pense qu'à partir du moment où on est étudiant ou étudiante à l'université, je pense qu'on a atteint l'âge de raison et qu'on atteint un âge où finalement on est assez responsable de ses actes et qu'on peut présupposer qu'il n'y a pas une domination ou une contrainte qui fait que des personnes adultes soient obligées de porter des signes religieux ostentatoires ou pas à l'université. Donc, moi c'est ma position. Et là encore, il y a des positions très différentes et très diverses au sein même du gouvernement, au sein même du Parlement, au sein même du parti présidentiel, au sein de l'opposition d'ailleurs. Donc oui, c'est une idée qui circule. Moi, j'observe en tout cas qu'à ce stade, c'est pas une idée qui a convaincu. Alors, je dis pas qu'elle va pas revenir, mais en tout cas, je vous dis qu'elle n'a pas convaincu et que pour le coup, même dans des gens et dans des cercles qui se disent très laïques, c'est pas une idée qui remporte forcément l'adhésion. Alors, j'aurais envie on a encore quelques minutes et j'ai envie de déborder un peu parce que on parle donc de la discrimination des musulmans, mais vous savez aussi que là, on a parlé d'une enquête, on a utilisé des catégories. Bon, on a même parlé de catégories ethno-raciales, tout à l'heure, de racisme, de race, etc. Or, je profite de votre présence parce que vous êtes précisément au courant, sans doute, de beaucoup de choses du côté de la majorité actuelle. Que pensez-vous de ces allégations concernant donc les enseignants-chercheurs qui travaillent qui croisent donc l'origine sociale, le sexe, le genre, les origines géographiques, alors avec évidemment des usages divers, du mot ethnie, du mot race, etc. J'aimerais savoir, parce que moi je suis inquiet, je suis lecteur du Monde, et j'ai lu tout à l'heure, aujourd'hui, dans le Monde d'aujourd'hui, que que deux députés, Julien Aubert et Damien Abad, sont revenus à la charge le 25 novembre demandant au président de l'Assemblée nationale l'ouverture d'une mission d'information sur les dérives idéologiques dans les milieux universitaires. Alors, je sais qu'on n'est pas au cœur du sujet, mais quand même, on a vu, je pense, pendant notre débat, l'importance des catégories qu'on utilise, qu'on doit manipuler avec précaution, toujours avec distanciation critique, mais enfin quand même, il me semble, moi j'avoue, enseigner la sociologie intersectionnelle depuis des décennies. D'ailleurs, on n'utilisait pas le mot intersection à l'époque. Donc,
je suis quand même inquiet. Bon, on est à l'Université populaire d'Amiens, ici, donc il y a une dimension citoyenne, etc. Je dois dire que je suis quand même inquiet par certains propos, parce que le terme d'islamo-gauchisme qui a été prononcé par le ministre de l'Éducation nationale, et puis donc ces propositions là des 2 députés de la majorité, moi vraiment sincèrement m'inquiètent. Et donc j'aurais voulu savoir si, comme vous avez dit qu'il y avait plusieurs points de vue sur la question des lois de laïcité, bon, qu'est-ce qui se passe? Parce que ça m'inquiète. Moi, je vais essayer de vous rassurer. Tout d'abord, Damien Abad et Julien Aubert, ils ne sont pas députés de la majorité, ils appartiennent au groupe Les Républicains. Et donc, oui, c'est vrai. Ils ne sont pas fondés à... Oui, mais Jean-Michel Blanquer, je crois savoir qu'il fait partie du gouvernement. Je vous confirme tout à fait. Non, simplement, je crois qu'il y a une utilisation par des groupuscules militants assez radicaux de concepts de sociologie qu'eux-mêmes ne manient pas avec suffisamment de prudence et de recul scientifique. Et donc, pour le dire autrement, il me semble quand même que ces concepts d'intersectionnalité sont brandis comme des étendards par des gens qui font de la politique, qui essayent d'imposer des idées, qui défendent une vision du monde, qui n'est pas forcément celle que peut utiliser un département de sociologie. Donc, je pense que la liberté des enseignants-chercheurs, elle est très libre, elle est d'ailleurs garantie par le constitutionnel. Donc là, il n'y a pas de liste noire, où il n'y a pas de chasse aux sorcières. Et moi, je suis très attaché à la liberté des chercheurs et des enseignants. Après, il y a aussi une liberté des pouvoirs publics de se reconnaître ou pas dans certains travaux universitaires. Et moi, j'ai un conseil scientifique à DICRA qui est présidé par Smaïn Lacher. Eh bien, on voit très bien que sur quelques questions de ce type-là, eh bien, il n'y a pas d'accord au sein d'un conseil scientifique. Et c'est tant mieux. Ça veut dire qu'il y a une pluralité de points de vue. Ça veut dire que la science est quelque chose qui se construit peu à peu. Et moi, j'observe que des choses qu'on pouvait enseigner sur les campus dans les années, 60, 70, le maoïsme, beaucoup de théories comme ça en liste, c'est des choses qu'on n'enseigne plus vraiment aujourd'hui. Donc, je ne considère pas que la science soit figée. Simplement, là où je crois qu'il y a une inquiétude côté pouvoir public, si je peux me permettre de la poser ainsi, c'est le grand écrivain libanais Amin Maalouf qui m'y a fait penser dans Les Désorientés. Amin Maalouf dit quelque chose du genre dans les années 70, on était tous maoïstes, trotskistes, guévaristes, marxistes, socialistes, sociodémocrates. Et aujourd'hui, on est chrétiens, musulmans, juifs, athées, occidentaux, africains ou arabes. Et au fond, je trouve que ce changement-là, il est assez inquiétant parce qu'il montre bien que les prégnances identitaires l'ont emporté sur les idées politiques. C'est-à-dire qu'une idée politique, vous pouvez toujours en changer. Vous pouvez toujours considérer que vous avez évolué, que les faits vous ont donné raison, ou pas d'ailleurs. Mais pour autant, si on vous renvoie à des catégories, j'allais dire, identitaires ou d'origine, que ce soit la religion, que ce soit la couleur de la peau, que ce soit une origine géographique, bien ça, vous ne pourrez pas y faire grand-chose. Et donc, catégoriser, essentialiser, enfermer des gens dans des cases avec des étiquettes, je trouve que c'est une très mauvaise lecture de Bourdieu et d'autres grands sociologues. Je ne nie pas, moi, du tout qu'il y ait des déterminismes sociaux. Au contraire, je pense avoir passé beaucoup de temps à étudier ces questions-là. Malgré tout, il y a une marge de liberté, il y a une marge de conscience qui est propre à chaque être humain. Et je pense que côté pouvoir public, c'est un peu ça l'inquiétude. Je pense que c'est effectivement très mal exprimé par les 2 députés qu'on a cités, mais je pense qu'il y a une forme d'inquiétude de la part de certains membres du gouvernement qui renvoie un peu à ça. En disant si finalement on enferme et on renvoie les jeunes générations en particulier à leurs identités ou à leurs origines, est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même qu'on les renvoie ou qu'on les enferme dans celle-ci? Je pense que c'est ça, en fait, l'inquiétude. Oui, alors, je ne sais pas ce qu'en pense Ismaël, parce que j'ai fait un cours là-dessus cet après-midi, j'ai envie de répondre. Ismaël, comment tu vois les choses? Moi, il se trouve que il m'arrive de faire des cours sur les questions relatives aux différents genrés, aux inégalités ethno-raciales, aux discriminations, et donc ça m'a jamais gêné d'utiliser des notions comme le caractère intersectionnel. Et d'ailleurs, très souvent, les gens qui utilisent l'expression n'ont pas lu
les auteurs originels comme Keble et Crenshaw, qui est très nuancé sur le sujet. Keble et Crenshaw disait par exemple, il n'est pas question de relativiser le sexisme sous prétexte que celui qui en est auteur serait membre d'une minorité ethnique. Et elle le dit très clairement. Donc, entre guillemets, on a créé des épouvantails avec des mots parce que tout simplement, on ne maîtrise pas toujours les concepts et les auteurs sont, comme dirait Frédéric, beaucoup plus nuancés que leurs épigones, ce qui est souvent le cas. Alors, de toute façon, en tant qu'enseignant-chercheur, on a une seule règle, c'est la validation ou alors le rejet par les pairs. Donc, si des gens veulent développer des approches théoriques ou critiques, je vais dire la seule validation qui vaille, c'est le dépôt d'articles dans une revue à comité de lecture, c'est la communication en colloque universitaire, et les débats, ils sont vifs. Il n'y a pas de consensus sur les questions de discrimination, sur les questions ethno-raciales, sur la lecture du religieux dans la société française par les sciences sociales. Et donc, ce qui compte, c'est le pluralisme. Prenons un cas que je travaille un peu, la question de la laïcité. Il y a des débats qui sont extrêmement vifs et depuis des années, depuis que la question laïque est revenue dans les sciences sociales dans les années 80, il y a des débats très vifs. Henri Pénard-Ruiz, Catherine Kinsler, Jean Bobéro, par exemple, n'ont pas les mêmes positions. Et pourtant, personne ne nierait que les travaux de Catherine Kinsler ou les travaux de Jean Bobéro soient de qualité. Simplement, Jean Bobéro a un point de vue qui sera un point de vue plutôt socio-historique, qui va mettre en avant plutôt la nuance, l'application modérée de la laïcité, là où Catherine Kinsler aura une approche plutôt philosophique des concepts en soulignant la radicalité de la rupture laïque. En fin de compte, les deux points de vue sont intéressants. Et ce qui est important, c'est moi, en tant qu'enseignant-chercheur, je présenterai les deux thèses aux étudiants avec l'idée de leur montrer la complicité du débat et qu'eux-mêmes se positionnent à la fois comme étudiants comme citoyens, s'ils souhaitent se positionner par ailleurs, dans une bibliographie qui est complexe et plurielle. Mais encore une fois, voilà, la seule validation qu'on peut avoir dans le travail scientifique, c'est la validation collective, que ce soit la publication, la communication ou le dépôt du projet de recherche, et il est important que ça reste la règle. On ne peut pas, avoir une approche militante des sciences sociales, sans quoi on trahit à la fois le militantisme et les sciences sociales. Et c'est extrêmement dangereux parce qu'au final, c'est la qualité de la science qui baisse. Encore une fois, il faut, je crois, rappeler l'enseignement du grand Max Weber. Le savant et le politique sont deux univers qui se côtoient, qui parfois peuvent se rapprocher, mais ils restent fondamentalement des univers aux logiques différenciées. D'accord. Je suis d'accord, évidemment. Juste une précision sur l'éventuel culturalisme d'assignation qu'implique certaines catégories. En tout cas, moi, ce que j'appelle la sociologie intersectionnelle, la façon de l'enseigner, de l'interpréter, c'est justement, ça va à l'encontre de toute essentialisation, puisque en croisant les origines sociales, l'origine genre, l'origine géographique, ça permet justement de ne pas essentialiser les choses. Donc, voilà, je voulais juste préciser ce que j'entendais par intersectionnalité. Alors, écoutez, je vous remercie tous les deux parce que la fin approche et donc je vous remercie donc pour cet échange et je voulais donc terminer en rappelant que Ismaël qui a écrit ce petit livre qui s'appelle Des discriminations sous-estimées, point d'interrogation, évidemment, les musulmans en France, avec la préface donc de Frédéric Potier, que vous connaissez maintenant, a dirigé un livre qui s'appelle Les foulards de la discorde. C'est un livre, le sous-titre est Retour sur l'affaire de Creil, 1989. Donc c'est un ouvrage collectif qui est récent, qui a été publié aussi aux éditions de l'Aube et par la Fondation Jean Jaurès en 2019. Et puis, un peu à côté, Ismaël Ferhat a aussi dirigé un numéro spécial de la Revue du Nord concernant donc le territoire éducatif qu'est la Picardie, parce que c'était une enquête qui portait sur l'ancienne région Picardie. Donc ça s'appelle La Picardie, un territoire éducatif à part, donc coordonné par Ismaël Ferhat, Revue du Nord, et ça a été publié aussi donc très récemment
même cette année, en 2020. Voilà. Alors, je vous remercie tous les deux et à une prochaine rencontre, j'espère. Au revoir, merci beaucoup. Merci beaucoup.